Bonsoir à tous. Il y a une question, en tout cas, que se posent les chefs d'entreprise de la Réunion. Qu'est-ce qu'il y aura après la LODEOM? Qu'est-ce qui va ressortir des assises de l'outre-mer? Et surtout, qu'est-ce qui, que va devenir le RSI adossé à l'URSSAF? On va demander à deux chefs d'entreprise d'en parler, les chefs d'entreprise du CSAPR, c'est dans Cosement Réunionnais. On va respecter le protocole, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Jean-François Maillot. Monsieur le vice-président, bonsoir. Éric Marcelli. Bonsoir. Alors, est-ce que les fêtes, les vacances ont permis d'un petit peu de regarder ce qui arrive avec un peu plus de sérénité, de se dire que ça ne sera pas aussi dur que ça? On a peut-être levé le pied pendant les fêtes, Mhm. mais on a toujours eu un œil sur ce qui se passait concernant cette mort du RSI. Et malheureusement, Macron ne nous a pas entendus puisque lui, il l'a supprimé et que la demande des différentes associations comme le CSAPR avait demandé simplement la fin du monopole. Je crois qu'il ne nous a pas entendus. Et à l'heure actuelle, depuis le 1er janvier, il y a de plus en plus d'entreprises qui ferment, de plus en plus d'agriculteurs qui sont en difficulté. On le voit même actuellement sur la métropole, même à La Réunion, où les gens ne peuvent plus s'en sortir. On est carrément droit dans le mur. Et j'arrive d'un voyage de métropole dans la ville où je travaillais avant, 3 auto-écoles ont fermé. Et actuellement où je travaille à Saint-Leu, il y a quand même un snack et un glacier qui ont fermé. Donc on ne peut pas dire que tout va bien dans le meilleur du monde. Monsieur le Président, là, je ne vais pas me référer à la tête que vous faites ce soir sur le plateau, mais ça va si mal que ça? Je ne sais pas si ça va si mal, puisque aujourd'hui, on n'a aucune information concernant l'adossement du RSI à la CGSS. Ce qu'on sait aujourd'hui par rapport à l'année dernière, il y en a beaucoup plus de mises en demeure concernant le RSI, mais aussi concernant les autres caisses. Ça, on s'attendait. On savait que le RSI n'avait pas le droit de la saisie par huissier, je crois, c'est ça? Que le RSI n'avait pas Qualité d'agir. qualité d'agir. Mais on sait que l'URSSAF a ce droit-là. Enfin, je dirais plutôt la CGSS, puisque l'IRSAF n'existe pas à La Réunion. Certes, mais aujourd'hui, le combat qu'on a mené contre le RSI, on mène toujours le même combat. D'ailleurs, depuis l'année dernière, on mène toujours ce combat contre la CGSS. Étant donné qu'on a demandé un certain nombre d'éléments à la CGSS et qui est resté, on va dire, sans réponse, puisqu'on n'a pas reçu grand-chose de la CGSS, une partie des statuts, et le reste, pour eux, ça reste confidentiel. Donc on se pose la question suivante, comment demander à des chefs d'entreprise d'adhérer à une caisse et ne pas savoir le fonctionnement de cette caisse, on en dépose quand même pas mal à l'année. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'adossement du RSI à l'URSSAF, est-ce que ça change au niveau du niveau des cotisations, de vos cotisations? Surtout les autres entreprises. Écoutez, ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore de visibilité là-dessus. Bon, pour certaines entreprises, on a bien vu qu'il y a eu des augmentations multipliées par deux, mais concrètement, puisqu'il y a eu, bon, il n'y a pas, ils n'ont pas fourni leur chiffre d'affaires, enfin enfin leur chiffre d'affaires, leur bilan, donc éventuellement, donc c'est des taxations d'office. Dans certains cas, on a vu des cotisations multipliées par deux, multipliées par trois, mais on ne voit pas concrètement sur l'appel à cotisation les augmentations. Bien sûr, il y a la CSG, mais concrètement, on ne voit pas s'il y a eu disparition de la LODEOM ou pas. Je pense que c'est un peu normal, puisque les appels à cotisation, c'est du N-2. Donc, il faudra peut-être attendre d'ici l'année prochaine. Il y aura une régule par rapport aux années précédentes. Donc, on attend, mais en sachant quand même que c'est encore très, très, très cher, puisqu'on demande entre 30 et 40% de notre bénéfice. Et là, ça fait un peu beaucoup. Le système est toujours opaque, on ne comprend toujours rien au mode de calcul. On nous dit toujours c'est pour la retraite, c'est pour la vieillesse, c'est pour la maladie, c'est pour telle chose, c'est pour l'allocation familiale. Il faudrait arrêter avec ça. Il faudrait qu'on étale bien tout ce qu'on doit payer en tant que chambre d'entreprise, qu'on nous montre bien où va notre argent. Moi, quand quelqu'un vient prendre une leçon de conduite, il sait que cette leçon de conduite, c'est soit pour la voiture, soit pour la moto, ou pour autre chose. Là, on ne sait pas où va vraiment notre argent. On nous dit un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais notre système n'est plus viable. Notre système n'est plus viable. Il met beaucoup de chefs d'entreprise dans le désarroi, voire le suicide. Et ils ne veulent pas entendre ça. Et
Je vais revenir sur ce que disait Jean-François Maillot. Les cotisations multipliées par 2, multipliées par 3. Est-ce que ça veut dire que le barème n'est toujours pas défini, il n'y a pas de visibilité sur la réglementation concernant justement ces barèmes d'imposition? Mais il n'y a aucune visibilité, il n'y a aucun barème, puisque eux-mêmes au RSI, ils n'arrivent pas à nous donner des explications concernant le calcul des cotisations. Donc aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. Donc ils doivent sortir l'appel à cotisation, ils le sortent. C'est tout. Maintenant, c'est pas qu'on ne veut pas payer, on le répète, puisqu'on l'a dit à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, ce qu'on a besoin de savoir, où va notre argent. D'accord? On cotise maladie, prévoyance, retraite. OK, pas de problème. Mais où passe notre argent? Quelles sont nos garanties à nous? Quelle sera notre garantie en retraite? Puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines personnes au bout de 25, 30 ans, 40 ans qui touchent 300, 400 euros, 500, allez, 700, 800. C'est pas normal. Cotiser autant pour toucher une retraite de misère, bah, en gros, bon, j'inciterai pas les gens à ne plus travailler, mais en gros, vaut mieux rester chez soi. D'accord. Cette question, en tout cas, sur quel mode de société nous devons prendre est toujours la même. Est-ce qu'il vaut mieux être un travailleur pauvre, gagner presque, allez, 1100 euros par mois, et ne pas avoir de minima sociaux, payer plein pot, tout ce que peut demander aussi bien l'assurance maladie ou autre, plutôt que de gagner 900 euros et avoir droit à tous les minima sociaux? Cette question est récurrente, elle revient régulièrement, parce que c'est vrai que ceux qui travaillent ont plus de difficultés et qu'on les aide pas. Et là, on le revoit, on a l'impression que les chefs d'entreprise, eux aussi, se sentent abandonnés, qu'on les aide pas, qu'il n'y a pas de soutien. Et pire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous donnez l'impression qu'on vous complique la vie. Exactement. On a des chambres consulaires qui, soi-disant, sont là pour nous aider, nous accompagner. Elles sont inexistantes, nos chambres consulaires. Ils ont laissé tomber les chefs d'entreprise parce que les artisans comme les commerçants, c'est eux, la force économique, la force vive. On est à peu près 90% de chefs d'entreprise à La Réunion qui créent de l'emploi. Ce ne sont pas les grosses structures qui créent les emplois, ce sont les petites structures. Et on doit donner le droit à chacun de travailler. Et là, on enlève le droit aux salariés, c'est-à-dire qu'ils vont se trouver au chômage, donc aux chefs d'entreprise qui vont fermer leur boîte. Et avec tout ça, toutes les conséquences qui en découlent derrière, séparation, comme j'ai dit tout à l'heure, divorce, suicide. Mais il y a quelque chose qui me tracasse quand même, c'est quand même depuis 1950, depuis qu'on est passé département, il y a eu le BIMIDOM, il y a 40% de chômage. On a envoyé nos enfants en métropole, soi-disant, pour faire des études. Il y a eu la NT, même chose, 40% de chômage. On envoie toujours nos gamins en métropole. Aujourd'hui, on est quand même dans les années 2000. Il y a la CARM qui est là, et il y a 40% de chômage, et on envoie toujours nos enfants en métropole. Il y a un gros problème, on fait toujours des mesurettes, des mesurettes. Travaillons pour La Réunion, arrêtons de travailler pour l'extérieur. Donnez-nous notre chance ici à La Réunion. On ne l'a pas. Au contraire, on nous donne toujours, ils baisent à nous coups de bois tout le temps à chaque fois. Je pense que d'une façon générale, on empêche les gens de travailler. D'accord? On ne veut pas que les gens travaillent. Puisqu'on a bien vu un peu plus de 40 ans, on est toujours dans le même système. D'accord? Ce que veut l'État, c'est de l'assistanat. Hein, donc aujourd'hui, on empêche les gens. Donnez-nous notre liberté de travailler, c'est ce qu'on demande. Aujourd'hui, on crée une richesse à travers l'emploi, à travers le développement de la Réunion, et on est en train de tuer les entreprises avec différentes charges qui, d'ailleurs, continuent, hein, des nouvelles taxes qui continuent à arriver chaque année. Alors, on a dit le RSI, la fin de la LODEOM, c'est le 31 décembre 2017. Là aussi, je pense que ce que vous déplorez, c'est le manque de visibilité, c'est ça? Vous ne Rien savez du pas tout. qu'est-ce qu'il y On a? n'a rien. Aucune information. Hein. Peut-être dans leur papier, mais là, en tant que chef d'entreprise, on n'a rien. Hein. Donc, ça veut dire que là aussi, il y aura une augmentation des cotisations des charges. Hein. Donc, Donc, voilà, ça veut dire qu'il faudra attendre le premier trimestre pour voir s'il y a toujours le maintien de la LODEOM ou s'il n'y a plus de LODEOM. Mais c'est grave, quoi. On n'est pas informé sur le dispositif. Est-ce qu'il reste, qu'est-ce qui disparaît? Hein, en sachant que même là, concernant le CICE, ce sera supprimé l'année prochaine, puisque c'est en discussion. Aujourd'hui même, Voilà, c'est en discussion. La question, c'est d'utiliser le CICE pour soutenir toujours l'entreprise. Mais cette fois-ci, ça va être sous une autre forme. quelle entreprise on va se tenir encore? Ce n'est pas les petites entreprises que ça soutient. Hein. Ouais. Ce sont les grosses entreprises. Quand on voit que le CICE a profité à la Poste 390 millions d'euros. Derrière, il y a Carrefour aussi qui profite de tout ça. Mais ce ne sont pas les petites entreprises comme nous.
on aurait préféré garder la Lodéom. De mon Tout à côté, fait. je pense. Hein. Le CICE, non, c'est un attrape-nigo. Hein. Le CICE, bon, on était à 7%, donc on passe à 9% de la masse salariale, comme le dit Eric. C'est pas les petites entreprises qui en profitent. Bon, l'entreprise entre 1 et 9 salariés, mais c'est pas lui qui en profite la Lodéom. Du CICE. Oui, la Lodéom, ça n'a rien à voir, puisque aujourd'hui, on a fait la petite comparaison dernièrement que j'ai plus en tête, mais on perd énormément par rapport à la disparition de la Lodéom. Donc, RSI, l'Odéum, j'allais dire, est-ce que c'est une lueur d'espoir, ces assises de l'outre-mer? Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, on vous a consulté, on vous a demandé quelque chose? Et est-ce que vous avez des propositions à faire en matière de charges sociales? Alors, en matière de charges sociales, bien sûr. Au niveau de la consultation, nous n'avons pas été conviés. D'accord. Hein. Je pense pas que Jean-François y ait été aussi. Non, pourquoi Mais faire? on ne demande jamais notre avis. Hein. Ça sert à rien. Nous, on n'est que des manuels, comme on peut dire. On ne pense pas. Mais malheureusement, on aurait bien aimé être là pour discuter avec ces gens-là, parce qu'ils ne sont jamais sur le terrain. Ils sont toujours dans des bureaux, à lire des bouquins, à écouter les autres, mais vraiment, la réalité, elle est sur le terrain. Il y a de plus en plus de pauvres à La Réunion, comme en métropole. Eh bien, on ne va pas s'en sortir. Et concernant votre deuxième question, sur, comment dirais vous me la répétez, s'il vous plaît? Alors, je disais que, est-ce que ça peut être une lueur d'espoir? Est-ce que ça peut être une réponse au RSI qui est aujourd'hui est adossé à l'URSSAF, la LODEOM qui est terminée depuis le 31 décembre? Vous dites que voilà, la situation se complique. Et je disais aujourd'hui pour vous, est-ce que les assises de l'outre-mer peuvent être une porte de sortie? Est-ce que vous avez des propositions à faire? Nous en avons. Nous en avons, mais seulement il faut nous écouter. Parce que c'est nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur le terrain, c'est nous qui connaissons les difficultés. C'est pas avec des augmentations qu'on entend des salaires d'hommes politiques ou des cellules de 40% qu'on va pouvoir s'en sortir. Hein. Il faudrait peut-être commencer à baisser de 20% tout leur fonctionnement à eux et d'arrêter avec tous ces millefeuilles politiques. Alors, justement, il y a une chose, c'est une réalité. Les assises d'outre-mer, normalement, doivent permettre justement de proposer je dirais, un nouveau modèle de développement économique, donc un nouveau modèle social également. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous situez quelque part là-dessus? Est-ce que vous avez, quelle proposition vous pouvez faire? Non, mais effectivement, puisque juste un mot concernant les assises, quel intérêt de consulter la base? Parce qu'on a bien vu, les assises de l'outre-mer, à La Réunion, il n'y avait pas beaucoup de personnes de La Réunion, je dirais ça comme ça. D'accord? Comment connaître le problème quotidien de ces chefs d'entreprise qui sont sur le terrain tous les jours, contrairement à ces bureaucrates? D'accord? Donc, oui, effectivement, aujourd'hui, on a vu la disparition des contrats aidés. Ok. Le prochain contrat s'appelle le PEC. On change de Bah, nom, tout oui, simplement. voilà, mais mais c'est on toujours la change de même- nom, mais c'est toujours la même chose. Bon, à qui va en profiter le crime? Ben, on verra bien si c'est aux collectivités ou si c'est aux chefs d'entreprise. Je pense qu'il y a moyen aujourd'hui de créer de l'emploi, bien sûr, en baissant les charges. Il faut que l'État accompagne les chefs d'entreprise, mais non en augmentant les charges sociales, comme on est en train de le faire, mais en trouvant un consensus entre la personne qui ne travaille pas ou qui n'a jamais travaillé, d'accord, de trouver un système pour que les gens puissent s'intégrer dans les entreprises et que les entreprises, bien sûr, bénéfiquent pour le demandeur d'emploi, mais aussi pour l'entreprise pour pouvoir le former sur du long terme. D'accord. Mais aussi ne pas attendre que la personne ait 25, 30 ou 40 ans avant qu'elle s'intègre dans le monde du travail. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dès maintenant avec des gens qui sont déjà en situation professionnelle dans les lycées professionnels et trouver un consensus avec les entreprises. Il y a une chose qui est vraie aussi, c'est est-ce que quelque part ce système, depuis maintenant 30-40 ans, est-ce que ce système n'est pas en train de faire une population qui n'a plus envie d'aller au travail, vu que lorsqu'on ne travaille pas, ben, c'est presque mieux pour vivre que lorsqu'on est travailleur pauvre ou on est au SMIC. Est-ce que pour vous, quelque part, on n'est pas en train aussi de faire en sorte que les entreprises disparaissent pas peu finalement? On est en train de préparer, comme a fait Napoléon, euh, le terrain brûlé, la terre brûlée. Au moins, comme ça, il n'y a plus de récolte, il n'y a plus rien. Et donc,
on fait de manière à ce que les petites entreprises ferment, il n'y a plus de travail, il restera que des grosses sociétés qui feront ce qu'elles veulent. Comme là, ça commence déjà. Et nous, je sais que dans ma profession, on est amené à disparaître si on ne se bat pas. Hein. Il y a de plus en plus d'auto-écoles qui ferment, comme de plus en plus de petites structures qui vont fermer. On ne trouve plus de bouchers, on ne trouve plus de charcutiers. Hein. Regardez, tout est dans les grandes surfaces. Il n'y a plus rien. Les coiffeurs encore peuvent exister encore un petit peu, mais sinon, on va disparaître si on ne se bat pas. C'est ce que faisait le charme de la France, c'était sa culture, son patrimoine, son terroir. Et notre terroir, il est en train de tout disparaître. Et ça, il faut se battre pour que ça reste. Ça reste aussi une phrase je crois, d'un écrivain afro-américain qui disait que c'est pas parce qu'on se bat qu'on va gagner, mais si on ne se bat pas, on est sûr d'avoir perdu. Exact. Mais aussi, on peut dire aussi que c'est pas parce que les autres sont plus nombreux qui détiennent la vérité et que nous, qui sommes peu, et on dit la vérité. C'est ça le problème. Nous n'avons pas avec nous les politiques, nous n'avons pas avec nous la presse, que ce soit audio, écrite ou radiophonique. On est sur le terrain tous les jours, on rencontre les chefs d'entreprise, on est face à eux, face à leurs difficultés. Et ça, on ne les voit pas, les hommes politiques, comme ça. Et sur le terrain politique aujourd'hui, est-ce qu'il y a un langage à tenir? Est-ce qu'il y a une démarche à porter? Est-ce qu'il y a des rencontres avec les parlementaires? Est-ce qu'il y a des rencontres avec les maires, avec le département ou le conseil régional? Nos élus, ils sont absents. Ils sont absents. Voilà, mais je pense que je dirais que aujourd'hui, ce serait peut-être pas nous, associations, de se rapprocher vers ces collectivités, mais plutôt ces collectivités, d'accord, de se rapprocher vers l'association et nous demander ce qu'on nous on attend concrètement. D'accord, il ne faut pas à chaque fois on inverse les rôles, puisque c'est vrai que nous on a demandé des rendez-vous avec différentes politiques qu'on n'a pas eu, mais on compte bien cette année relancer, puisque je pense que c'est notre droit. D'accord, on va dans le mur parce que honnêtement, si ça continue comme ça avec les augmentations de charges, la disparition de la LODEOM, hein, c'est en fin d'année, il y aura 50% des petites entreprises qui vont disparaître. Alors, il nous reste quelques secondes. Juste, s'il y a un vœu à formuler pour cette année, ce serait quoi? L'écoute de nos dirigeants à La Réunion, que je parle, que ce soit élus ou chambre consulaire, l'accompagnement, parce que je pense que c'est le rôle premier, que ce soit un maire ou une collectivité ou une chambre consulaire, nous écouter, nous accompagner. Éric Marcelli, mot de fin. Le combat qu'on mène aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour l'avenir de nos enfants, parce que sinon, ils n'auront plus rien. Merci Éric Marcelli, merci Jean-François Maillot. Je rappelle donc que vous êtes du CSAPR, le collectif et syndicats et associations donc professionnels de La Réunion. On aura l'occasion d'y revenir et je pense qu'on aura aussi l'occasion de faire un débat là-dessus et de voir un petit peu dans quelle situation sont les petites entreprises de La Réunion. On va continuer sur l'économie puisque nous avons parlé entreprise développement économique. Nous allons demander donc aussi à Ibrahim Patel, il est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, de nous dire ce qui attend sa chambre consulaire pour cette année 2018. L'année 2018 pour nous c'est une année effectivement où tout le monde se met en ordre de marche avec pour objectif aujourd'hui faire de la chambre de commerce la chambre de commerce du futur parce que nous avons des entreprises aujourd'hui qui ne réagissent pas de la même manière, qui ne réfléchissent pas de la même manière et les entreprises d'aujourd'hui, nos jeunes veulent aller très vite et tout gagner, aller très vite et tout gagner tout de suite. Donc à nous de s'adapter justement à cette mentalité et à nous de réfléchir justement comment réorganiser nos services et comment nous impliquer effectivement sur la chambre de commerce du futur et sur nos jeunes du futur. Alors 2 points, d'abord le plan social, combien de personnes concernées et sur quel calendrier allez-vous travailler? Le plan social va se faire dans l'année 2018, une première partie au 30 juin, une deuxième partie donc après 30 juin, donc au mois de septembre. Mais ce plan social, on l'a arrêté sur 4 critères. Un, c'est les départs volontaires, c'est les retraites. Troisièmement, c'est les activités non rentables.
Et quatrièmement, effectivement, c'est la restructuration et réorganisation. Nous sommes tenus aujourd'hui à un calendrier. Nous ne pouvons malheureusement pas communiquer sur ce plan social jusqu'à l'Assemblée parce que nous sommes tenus justement à rester dans un calendrier effectivement très précis en termes de communication, mais que je rassure les salariés qu'il n'y aura pas grand monde, en plus des départs volontaires aux retraites, il n'y aura pas grand monde qui seront concernés. 2018, nous lançons effectivement la première phase des travaux sur le port de Saint-Gilles. La première phase des travaux sur le port de Saint-Gilles, pourquoi? Parce que aujourd'hui, le port de Saint-Gilles a quand même beaucoup de détérioration avec le temps, avec l'usure de la mer. Et c'est vrai que malheureusement, c'est un port de Saint-Gilles dont la Chambre a eu la gestion depuis 20, 30 ans, 40 ans déjà, plus de 20, 30 ans. Donc, nous lançons une phase de travaux en 3 temps. Plus de 3 millions d'euros en 2018, 3 millions en 2009 et 3 millions en 2020. Voilà effectivement la phase des travaux. Nous devons obligatoirement faire les travaux sur le port Saint-Gilles parce qu'avec le temps, il y a risque effectivement de voir la digue ou le ponton effectivement partir. Quels sont les autres chantiers que vous allez aussi mettre en marche? Nous, c'est le chantier, sinon réorienter effectivement les différents pôles aujourd'hui en dehors effectivement de la proximité que nous savons très bien faire, qui a réussi. Et c'est réorienter effectivement nos missions vers les missions du futur. Aujourd'hui, mettre les chargés de mission sur le terrain au service des entreprises, aller dans les entreprises. Pareil pour l'espace coworking. Travaillons justement sur des chargés de mission qui pourront aller dans l'entreprise. Travailler sur les filières, donc sur les pôles de développement économique, les chargés de mission, les élus, qui les rencontrent dans les entreprises. C'est ça aujourd'hui, la mandature 2018 à décembre 2021. L'objectif, c'est d'être au plus près des entreprises. Et deuxièmement, c'est communiquer effectivement sur toutes les lois aujourd'hui qui arrivent et qui sont votées et dont les entreprises n'ont pas forcément justement la teneur de ces lois, n'ont pas forcément effectivement la sensibilité de ces lois. Je donne l'exemple, la caisse enregistreuse. Je donne l'exemple aussi d'une deuxième chose, c'est les retenues à la source. Nous savons tous qu'à partir de 2019, il y aura une retenue à la source au niveau des entreprises concernant les salariés. Nous savons aussi aujourd'hui dans les dettes fiscales et sociales, nous savons tous qu'aujourd'hui il y a des entreprises aujourd'hui qui sont prises à la gorge et qui n'ont pas pu effectivement honorer les dettes sur les cotisations salariales. Parce que c'est eux qui encaissent et qui doivent reverser les cotisations salariales. Est-ce qu'aujourd'hui, on laisse entendre que c'est les entreprises qui seront peut-être le collecteur de ces impôts-là à partir des bulletins de paie? Donc, collecter pour reverser, est-ce qu'on ne va pas se retrouver effectivement avec encore d'autres dettes au niveau des entreprises qui pourraient les amener effectivement vers les redressements de la liquidation judiciaire? Donc, toute cette question aujourd'hui, on doit avoir une réponse justement à toutes ces questions. Il y a des réunions qui sont programmées effectivement avec les services fiscaux, il y a des réunions qui sont déprogrammées avec la DGFIP, il y a des réunions qui sont parées avec les services de l'État sur ces différentes thématiques pour que nos commerçants soient sensibilisés sur des réunions effectivement des 4 maisons d'entreprise, sur des communications effectivement par voie de presse et par voie courrier. Claudine Promy est de l'association réunionnaise donc de Toulouse. Alors, quel lien il peut y avoir entre le Rougail saucisse et le cassoulet? On va lui poser la question, est-ce que ça se marie? En tout cas, c'est la réponse, c'est dans Gadiam réunionnais. Bonsoir Claudine Promy. Et bonsoir Sandria. Comment on se retrouve? Oui, c'est la même. Oui, comme on dit. En pleine forme. J'allais dire, l'association de Réunionnaise de Toulouse, elle date de quand? Ça date depuis 2012. Depuis 2012, qui c'est qui l'a créée? C'est moi-même. D'accord, vous êtes combien de Réunionnais dans cette association? Alors, on est 6 rayonnés et puis il y en a 2, 3, 4 oreilles. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites Alors, je fais des soirées, je fais venir des chanteurs qui viennent de La Réunion, des Mauriciens, comme Sandria. Et puis, je fais découvrir mon île par rapport au biais des caries, des rougailles et des petits gâteaux. D'accord. Sandria, c'est la dernière fois qu'il est parti chanter à Toulouse pour l'association réunionnaise. Oui, c'était avec Claudine. C'était quand? C'est mois d'avril l'année dernière. Non. Mois d'octobre. Non, mois d'octobre. 3 fois elle est venue chanter. Ouais. La dernière, c'était mois d'octobre. L'année dernière. La dernière. D'accord. Et le public l'apprécie, c'est ça? Tout à fait. Ah oui. Quand on parle de Sandria, alors là, le public, ils sont là. Mmh. Ah, ils sont là. Sandria et David Luisin. J'en ai eu pas mal. Ah oui. D'accord. Quel souvenir Sandria a de ces 3 Ah, beaucoup de souvenirs. Comment ça? Vraiment, première rencontre avec Claudine,
à mois d'octobre 2016 avec David Luzin. C'était super. Franchement, c'est tout d'un Le courant est coup. passé. Ah oui, direct. Vraiment. Après, ça continue par la suite. D'accord. Mais vraiment, là, on n'est pas amis, on est comme des familles. D'accord. Comme des Alors, sœurs. Ouais. alors, on va rester dans tout ce qui est fraternel. Justement, comment la communauté réunionnaise de Toulouse s'est adaptée? Comment ça s'est développé? Qu'est-ce qui reste j'allais dire, d'identité réunionnaise en chacun d'entre vous, là-bas à Toulouse? Ah ben, c'est pour surtout la musique, le Sega et puis le repas. Parce que moi, je fais tout moi-même. Je cuisine, je fais mes saucisses, les boudins, je fais tout moi-même. Je n'achète pas ailleurs. Les samoussas, tout. Donc, le projet, c'est d'ouvrir une charcuterie. Eh bien, écoutez, c'est en cours. Déjà, le camion, c'est déjà fait. C'est en cours. J'ai mon food truck qui commence le 1er avril. C'est quoi? Un food truck. C'est-à-dire? C'est un camion-bar. Ici, on dit camion-bar, mais à Métropole, on dit un food truck. D'accord. Et là-dedans, vous allez vendre? Rogaille saucisse, cabrima salé, pain bouchon, tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui est vraiment, qui fait un petit peu j'allais dire, le cachet réunionnais. Tout à fait, et sans oublier quand même la cuisine métropolitaine. Alors, qu'est-ce que les métropolitains de Toulouse qui ne connaissent pas la Réunion aiment bien manger? Surtout rogaille saucisse. Avec piment ou sans? Ah, avec piment. Avec piment? Avec piment. Pas beaucoup, mais au moins pour avoir le goût. D'accord. Et la viande de porc, c'est de la viande de métropole? Ah, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, c'est vous qui passez à la moulinette la viande, c'est vous qui C'est faites moi-même. J'achète le cochon. les boyaux, tout. Tout moi-même. D'où ça vient cette passion pour la cuisine? Bah écoutez, mon papa était maçon et puis il a arrêté, il est devenu boucher. Et sans compter, on a de la famille, mon beau-frère qui était boucher aussi. Alors du coup, ça suit. D'accord. Et à quel âge Claudine Promy est arrivée en métropole? Je suis arrivée à 18 ans. D'accord. Ça fait exactement 34 ans que je vis en métropole. Et le lien avec la Réunion aujourd'hui? Le lien, c'est venir voir la famille, mon papa qui est toujours en vie, merci mon Dieu, et ma sœur, et puis de la famille sur Saint-Louis que j'adore beaucoup. D'accord. Et est-ce que Claudine Promy se sent toujours réunionnaise ou un peu plus toulousaine? Parce que 34 ans en métropole, le corps s'habitue à son environnement? Les deux. Mais je préfère Toulouse. Mais j'aime bien la Réunion. Mais après, à un bout de moment, il faut que je rentre chez moi, à Toulouse. D'accord. Là, je crois que on dit la ville rose d'ailleurs. La ville rose. La ville de Claude Nougaro. J'allais dire, cette passion qu'une Réunionnaise, finalement, c'est d'abord la rencontre avec un homme ou une ville? Non, pas du tout. C'était pour les études. Mmh. Voilà, j'étais à Marseille. Et puis de Marseille, j'avais de la famille qui était dans l'Ariège, les Pyrénées. Du coup, j'ai rencontré mon frère. Je suis allée le rencontrer à Ax-les-Thermes, exactement, avec de la neige. C'était en 1983. Je me rappellerai toute ma vie. Et du coup, je suis mariée avec 15 oreilles. J'ai fait 4 enfants. Dommage qu'il est parti très tôt. Et maintenant, je me retrouve toute seule avec mes enfants. D'accord. Ben, écoutez, j'espère qu'il y aura d'autres très belles personnes sur la route de Claudine Promy. Eh bien, j'espère bien. La question, c'est aujourd'hui, Claudine Promy se sent plus réunionnaise ou plus toulousaine? Les deux. 50-50. D'accord. J'avais posé la question tout à l'heure, je pense que la réponse était la même. Là, est-ce que justement on arrive à vivre les deux comme ça? Si, moi j'arrive. Quand je suis à Toulouse, je suis à Toulouse. Et quand je suis à La Réunion, ça fait 2 mois que j'y suis. Je suis à La Réunion. J'oublie Toulouse. D'accord. Voilà. Et il n'y a pas un Réunionnais qui... Si, mais bon, pour le moment, ça me dit rien. C'est ce que je voulais entendre. Je préfère pas, parce que je préfère rentrer chez moi à Toulouse. Pas s'attacher à La Réunion? Voilà. Pourquoi? S'attacher avec le cœur à Lille, parce tout que ça. Les enfants sont là-bas et que j'ai les enfants, les petits-enfants qui sont là-bas, et puis j'ai ma vie qui est là-bas, ma maison. D'accord. Et puis, c'est une autre façon de vivre aussi, je suppose. Tout à fait, voilà. Là, quand on parle de mobilité aujourd'hui de Réunionnais, Claudine Promy est partie en métropole parce qu'elle avait envie ou parce qu'elle se sentait obligée d'y aller parce qu'il fallait... Je me sentais obligée d'y aller parce que pour les études, ma maman et mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent dans le temps, en faisant aide-soignante. Puis du coup, c'est l'État qui nous a envoyés là-bas et puis je suis restée. D'accord. Elle s'est adaptée. Je suis adaptée.
Et elle encourage ou pas les Réunionnais à partir? Si j'encourage, vu comment c'est actuellement à l'île de la Réunion, j'encourage bien les Réunionnais, s'ils ont le moyen de partir, d'essayer, d'aller essayer de faire comme moi. Quelle a été votre profession? Ou Je- quelle est votre profession d'ailleurs? Alors, j'ai été aide-soignante, et après, bon, j'ai resté 10-15 ans, je suis arrêtée, et puis je suis passée dans la cuisine. Je suis cuisinière du métier. D'accord, le même parcours que papa alors. Tout à fait. D'accord. Sandria, quand on va dans une soirée organisée par l'association réunionnaise de Toulouse, qu'est-ce qui est frappant? C'est lorsque la petite dame débarque de voir cette foule sous le charme de Sandria, ou de se dire que il y a vraiment quelque chose Euh, dans ce peuple hétéroclite qui partage les cultures. oui, j'entends beaucoup. Ouais, chaque fois, je pars dans une soirée. Hein. Ouais, j'ai fait pas mal, grâce à Claudine, j'ai fait pas mal de prestations en métropole. Mais Mm. chaque endroit que je pars, les gens me disaient que mon sourire, D'accord. et ma simplicité, quoi, voilà. Et Mais qu'est-ce qui fait que il y a cette, je dirais, cette relation qui s'est créée, apparemment, parce que trois concerts, ça veut dire que quelque part, le public la réclame, je suppose. Ah, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui explique qu'elle est aussi appréciée? Eh bien, écoutez, c'est son attirance et puis le sourire qu'elle descend parmi les invités, parmi les gens. Elle descend pour chanter, pour danser, et tout le monde en même temps. Elle appelle les gens vers elle, alors ça fait que nous tous, on est là. C'est l'accueil. Elle n'est pas froide, elle est bien. C'est la même relation avec David Louisin, Tout à fait, Oui. oui. Tout à fait. c'est vrai? Avec d'autres noms, alors j'ai eu Laura Beg, j'ai eu Alain Ramanisson, j'ai eu Misty, c'était pas pareil. Ah, c'est clair que Alain Ramanisson, c'est pas la modestie et l'humilité qui l'étouffent. Ah, pas du tout. Ça, c'est clair. Mais concernant David Louisin, pour quelqu'un que je connais un petit peu, lui, par contre, ça reste quelqu'un de humble, quelqu'un de... Tout à Il est fait. vraiment proche des On a des fait gens. un live en octobre avec Sandria. Je ne connaissais pas Sandria. Et il m'a dit, Claudine, je te promets que je vais mettre le feu. Mais écoutez-moi bien, il a mis le feu. Ouais. Je n'étais pas déçue. Ouais, mais je crois que dans une vie antérieure, il était pompier. La, la question, c'est aujourd'hui, comment... est-ce qu'aujourd'hui, vous participez un petit peu à l'accueil des Réunionnais qui arrivent sur Toulouse? Est-ce que vous leur apportez, vous lui facilitez un petit peu la vie en leur disant, en leur montrant un petit peu les bonnes adresses, les bons endroits? Tout à fait, via Facebook. Et puis, bon, comme je fais partie un petit peu de la chambre de métier de Toulouse, alors du coup, bon, ben, il y a des gens qui viennent vers moi. Je les explique, bon, il y a ça, ça. D'accord, on va le faire tout de suite, c'est plus pratique. Alors, si jamais on veut joindre Claudine Promy, il faut aller sur Facebook, sur quelle page, sur quel nom? Association Reflet des Îles. Association Reflet des Îles, et si jamais on essaye de le joindre par téléphone, Eh ben, ce serait quel numéro? alors, c'est 06 47 47 64 49. D'accord, merci. Je ne vous donnerai pas le numéro de Sandria, ça évitera pour que son téléphone fasse un bug. Donc, la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que Claudine Promy veut apporter un petit peu plus dans les échanges entre La Réunion, Toulouse, et puis, je dirais, partager un petit peu la culture réunionnaise? Ben écoutez, je veux bien essayer voir une petite chambre ou bien un accueil bien chaleureux pour des rayonnés qui veulent venir découvrir surtout Toulouse, pas Paris, hein. Toulouse, parce que Toulouse, c'est un endroit très chaud. C'est bien, je préfère Toulouse, mais bon, j'aimerais bien les aider, qu'on m'aide à moi pour pouvoir accueillir les rayonnais, les rayonnaises qui veulent venir à Toulouse. Et alors, on va lever un petit peu le voile. Toulouse, c'est quand même l'aérospatiale aussi, pour ceux qui souhaitent faire des études. C'est aussi j'allais dire, une très bonne école de journalisme également. Donc, Toulouse, ça reste une belle référence pour ceux qui veulent aller y étudier. Et puis, c'est une ville estudiantine, parce que c'est pas donné à tout le monde, mais des villes de métropole qui ont un vrai cadre pour la vie des étudiants, il n'y en a pas beaucoup, et Toulouse, c'est vrai que les gens apprécient. Et on est nombreux à Toulouse, il y a beaucoup de rayonnais, de rayonnaises, je vois, qui défilent, hein. Et quelque part, j'allais dire, de construire la Réunion ailleurs, c'est un petit peu, ça fait un peu drôle de se dire, Claudine Promy, c'est la Réunion à Toulouse, Ah oui, j'aimerais bien, c'est ça? c'est ça, oui. Et ce qui est aussi j'allais dire un paradoxe, est-ce que pour les Réunionnais, Sandria, c'est d'abord la Réunion ou c'est d'abord Madagascar? La Réunion. C'est ça que Ils je savent voulais poser pas. la question. C'est d'abord la Réunion. La Réunion. Et c'est pas surprenant?
de voir qu'aujourd'hui, Sandria, elle est plus réunionnaise que Oui, Madagascar. moi aussi, souvent, je me pose des questions. Je dis, waouh, c'est. Franchement, ça me touche au cœur énormément parce que je suis une malgache. J'ai installé à La Réunion. J'essaie d'avancer dans la musique, mais je trouve quand même ma place. Je suis contente. Je ne suis pas encore. Mais je suis satisfaite déjà. Mhm. Mais je dis à toujours les malgaches, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas aussi. Mais je Non, il vaut viens. mieux parce que Oui. sinon, ils vont vous faire votre fête. Je reviens à Madagascar très bientôt aussi pour les retours quand même. Une réunionnaise à Toulouse, une malgache La Réunion, à La Madagascar. Réunion. Je veux dire, l'aspect cosmopolite de cette situation est une bonne chose. Mais en même temps, c'est facile de retrouver un petit peu son identité. Plus comme ça, plus comme ça. Si, parce que bon, quand je dis aux gens qu'il y a une malgache rayonnaise qui vient chanter, et puis il y a beaucoup de malgaches. Il y a à peu près, on va dire, 50% de rayonnais, 20-25% des malgaches qui viennent. Déjà. Ah oui. D'accord. Et aujourd'hui, il y a aussi, souvent on critique la métropole, mais il y a une belle part d'Afrique également Ah, tout en à fait. métropole. Hein. Même les oreilles, ils viennent. Hein. Ouais. Ah, ma soirée, il sait que c'est Claudine qui cuisine, ils savent, du coup, ils viennent. Ils s'inscrivent. D'accord. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a un projet que Claudine Promy mûrit de manière secrète. Tout à fait. Ah, c'est quand le restaurant alors? Mais ce sera, je sais pas, mais bientôt. Bientôt? C'est fait pour? C'est fait pour. Je commence d'abord par mon food truck et le restaurant viendra Juste après? juste après. En tout cas, on va tout faire pour essayer de faire de la publicité depuis ici Ah ben, avec plaisir. jusqu'à Toulouse. En tout cas, je pense que là-dessus, Claudine Promy sait apparemment où elle a envie d'aller. Et puis de toute façon, elle a une ambassadrice qui apparemment porte haut et les couleurs de la... Une malgache qui porte haut les couleurs de la Réunion. Magnifique. Oui. Oh, vraiment. C'est ça qui fait que finalement, il faut arrêter de se poser trop de questions sur son identité. Il faut être ce qu'on est, il faut vivre Tout à la fait. journée. C'est Il faut vrai. aller de l'avant, il ne faut plus réfléchir. Ouais. Non, Moi, c'est ce que j'ai fait. on pose question, on perd beaucoup de temps. Il faut arrêter de Ouais, chercher. non. Tout à fait. Tu fais tout ce que tu aimes et tu avances, que c'est le moment. Tu vois, tu arrêtes pas, tu regardes toujours devant. Moi, je suis comme ça. Alors. Je ne D'accord. pose pas sur où, je suis qui, non. Je dis, je vais faire ça, j'avance. Mon objectif, c'est là-bas, c'est comme ça qu'il faut. Je pense. D'accord. Ouais. Il me reste 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle va être la prochaine action, par exemple, manifestation? Alors, normalement, j'attends David Luisin. Il Mhm. m'a proposé un petit peu de secret. Hein. Je ne dévoile pas tout, David, t'inquiète pas. Un live, comme d'habitude, hein, parce que Ouais. lui, il adore le live. Ce sera pour le mois d'octobre. D'accord. En tout cas, j'aurai l'occasion sans doute de voir David et voir un petit peu avec lui ce lui, il aime faire quand il est à Toulouse. Je ne sais pas si le cassoulet, c'est son truc, mais en tout cas, on lui pose la question. Il aime bien. Claudine Promy, en tout cas, merci. Ça a été un plaisir. J'espère que l'on aura l'occasion, en tout cas, de parler du camion-bar, je dirais le camion-bar, ou plutôt que le food truck, de la Réunion donc à Toulouse et de ce fameux Rougail saucisse, en espérant qu'on aura l'occasion d'y goûter. Sandria, ça a été un plaisir. En tout cas, j'espère que ça ira de mieux en mieux et au-delà de Toulouse d'ailleurs, et aussi bien à Madagascar qu'à La Réunion. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. On va continuer à parler de patrimoine, on va continuer à parler d'histoire. Nous ouvrons une page culturelle. Nous parlons de l'enseignement de l'histoire justement et du patrimoine réunionnais. Où en est son enseignement aux jeunes générations? Je vous propose d'écouter les réponses de Béatrice Ichambe, artiste peintre et formatrice en arts plastiques. L'enseignement de tous les éléments du patrimoine réunionnais aujourd'hui en art plastique, est-ce que c'est quelque chose qui est acquis? Je pense que non, il n'est pas acquis encore. Il y a encore plein de travail à faire dans l'enseignement. Culturellement, patrimoine créole, mais je pense qu'il faut encore plus. D'où viennent les barrières, les obstacles à aller au plus loin dans l'enseignement de ce qui est l'histoire de la Réunion? Je pense que c'est dans l'éducation.
Il n'y a pas assez, actuellement, aujourd'hui, les enfants sont loin de connaître l'histoire vraiment de la Réunion. Donc, moi, personnellement, ben, j'essaie à travers mes peintures de mettre un peu l'histoire, de mettre un peu la diversité du patrimoine réunionnais. Est-ce que à l'école, où on aurait aimé apprendre l'histoire de la Réunion? Ben, c'est sûr. C'est sûr qu'on aurait, moi personnellement, j'aurais été contente d'apprendre. Ben, on l'a appris de toute façon. Dans mon temps, à mon époque, oui, on l'a appris. On l'a appris quand même à connaître l'histoire de la Réunion. Mais actuellement, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ben, les enfants ne connaissent pas pratiquement rien sur l'histoire de la Réunion. Et c'est dommage. Comment, où l'a appris, ou qui ça l'a appris à où? Moi, c'est mes parents. Mes parents, ma mère qui est là, qui a 80 ans, c'est elle qui l'a appris à moi. C'est ben, les histoires, ils racontent l'histoire du passé, elle dans son passé. Et donc, c'est par rapport à elle que je connais un peu l'histoire de la Réunion. Et moi, maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, maintenant, mes 3 enfants, c'est moi qui raconte aux autres un peu, que ce soit ma mère ou moi-même, raconte un peu l'histoire, comment était dans le temps la Réunion. Et aujourd'hui, où l'a appris ça à travers l'alimentation, à travers la musique, à travers des éléments de la vie de tous les jours, ou ça a été un apprentissage cadré dans une association ou dans une école? Non, on a appris l'histoire par rapport à la musique, l'art. Je pense que le moyen de transmission, c'est la musique, que là, donne plus à avancer dans l'histoire de la Réunion. Comment vous verrez l'enseignement du patrimoine, de l'histoire aux jeunes Réunionnais? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse leur apprendre? Leur donner plus la possibilité de voir un peu, avoir plus des événements culturellement à la Réunion. Je pense qu'il manque ça, il manque des événements, il manque plein de choses à la Réunion et c'est dommage. L'enseignement de l'histoire, l'enseignement de notre histoire, on va en parler puisque on va parler de quelque chose qui aujourd'hui intéresse, mais on ne connaît pas parce qu'à chaque fois on ne met pas le temps de chercher. Et je vais lui demander de se présenter parce que je ne voudrais pas dire du mal, d'écorcher le nom de Pierre-Henri Ao. Pierre-Henri Ao, le comte de Lille. Quelle place dans notre histoire de la Réunion? C'est un des plus grands mythes qu'il fait partie de la mémoire collective réunionnaise pour des raisons qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui en célébrant son bicentenaire tout au long de l'année au département et en initiant une exposition à la bibliothèque. 2 précisions d'abord. Alors, on parle de le comte de Lille parce que vous êtes le responsable de la bibliothèque départementale de La Réunion qui conserve et valorise le patrimoine écrit de La Réunion. Et lorsqu'on parle de son bicentenaire, on parle de son décès ou de sa bicentenaire naissance. De naissance, voilà. Tout à fait. 1818, il est né le 22 octobre 1818 ici à Saint-Paul. Voilà, c'est important parce qu'on se dit toujours quand on fait un bicentenaire, c'est toujours à la naissance et non pas à la fin généralement que ça se fait. Mais il y en a qui célèbrent aussi le bicentenaire du décès, donc c'est toujours important. Le comte de Lille, pourquoi le comte de Lille a cette place? Parce que les gens ne connaissent pas beaucoup et je crois que si on regarde tout ce qu'il a écrit, ça reste quand même parmi les grands de l'époque. Sûr, oui, c'est un géant de la littérature, faut le dire. Il a révolutionné la poésie, qui est l'art majeur de l'expression, du verbe plutôt. Et à partir de là, son parcours littéraire est effectivement exceptionnel. Il a été à la tête d'un mouvement important, l'école poétique des Parnassiens. On va juste rappeler, parce qu'à chaque fois qu'on dit Parnassiens, je voudrais toujours dire que il y avait ce club, entre guillemets, de ceux qui étaient près de Montparnasse,
Oui, c'est un peu lié, effectivement. C'est lié aussi au Parnasse, qui est le sommet Voilà. de l'Olympe, Voilà, etc. moi je reviens toujours à ça. Pourquoi? Parce que le Comte de Lille faisait partie, je dirais, un petit peu d'une école, d'une classe. Et on voit dans les poèmes, on retrouve cette capacité de toujours essayer d'écrire ce qu'on voit. Tout à fait. Et on n'est plus dans le sentiment qui était le côté romantique, hein, Mmh. dans l'histoire de la littérature au début du 19e siècle. Et Victor Hugo, essentiellement, et consorts, vont faire naître le romantisme où les poètes s'expriment vraiment avec leurs sentiments, leurs ressentis. L'école parnassienne, elle devient impersonnelle. Alors, Parnassienne, alors je voudrais que vous reveniez sur votre élément, vous, Parnassienne, parce que c'est le mot, vous avez dit tout à l'heure. Oui, de l'Olympe. C'est au-dessus de. Voilà, c'est un peu le sommet le plus haut que l'homme peut atteindre avant d'atteindre, si on peut dire, le ciel. Et on revient là-dessus, c'est que il a quand même marqué, on dit il a marqué cette époque. Pour quelle raison? Il a marqué cette époque parce qu'il révolutionne la manière de faire de la poésie, parce qu'ils sont, ses collègues et lui, si on peut dire, à la recherche vraiment du beau, du bien, qu'ils considèrent le vrai. Voilà, donc on est vraiment dans une intention d'harmonie universelle, avec la beauté des éléments de la nature, du sacré. C'est pour ça aussi que les dieux mythologiques, les civilisations, hein, quelles qu'elles soient, depuis les Celtes, la Grèce, l'Inde, forcément, sont très présentes, même les Polynésiens, et j'en oublie d'autres, hein, sont très présentes dans l'œuvre de Leconte de Lisle particulièrement. On va dire qu'il est contemporain à Victor Hugo, entre autres. Tout à fait. Il est un peu, je dirais, le lien entre Victor Hugo et Mallarmé et Rimbaud. Donc, il est un contemporain de Verlaine et de Baudelaire, qui a séjourné à La Réunion, Ouais, on Baudelaire, ne le hein. sait pas assez, qui commence sa Les trois carrière. d'ailleurs, je crois les trois, Rimbaud et Verlaine sont venus. Non, surtout Baudelaire. surtout Baudelaire. Non, Baudelaire, je sais, mais il y a eu un passage, pour l'avoir lu et l'avoir étudié à l'école, il y a eu ce passage de Verlaine et Rimbaud à un moment donné, je crois. Je crois pas. Rimbaud est parti en Éthiopie, en fait, et en Afrique du Nord. Donc on nous a menti alors. Oui, je pense. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que George Sand, notre écrivain Ça, par contre, je ne célèbre, savais pas. n'est pas venu, mais a fait son deuxième roman, Indiana, hein, qui veut dire ce que D'accord. ça veut dire, prend place à La Réunion avec une histoire d'amour. Georges Sand, moi j'ai su quand il est parti à Venise, c'était encore avec, je sais plus, c'était Musset, je crois. Oui, avec Après les fameuses Chopin, lettres, donc ça, on l'a revu à la télé. Mais non, je pensais que Verlaine était venu également. Écoutez, à vérifier, Ouais. je veux pas dire D'accord. de bêtises. On va dire mais bêtises. Baudelaire, c'est clair. Baudelaire, Ne c'est serait-ce clair. que Ama Malbarez. Tout à fait, à une dame créole également. Mmh. Et moi, on part du principe que les Fleurs du Mal, qui sont l'œuvre Ouais. majeure et la première œuvre, sont pensées et écrites suite à ce séjour qui le marque profondément. Et revenons à Leconte de Lisle. Leconte de Lisle va beaucoup plus loin que ces auteurs-là. Pourquoi? Dans l'exotisme, pourquoi? Parce qu'il est réunionnais, il est né ici. Il va faire 3 séjours en tout, hein, parce il alterne entre la Bretagne et ici pour des raisons d'éducation, comme ça se faisait à l'époque. Mais il est profondément imprégné, je dirais, de la culture de son époque, forcément. Hein. Son père était... Imprégné de son époque, mais comme vous venez de le dire, donc imprégné surtout de son identité réunionnaise. On le voit quand il décrit le Bernica, comment c'est presque un tableau qu'il peint, et quand on lit son poème, on a l'impression d'y être. Tout à fait. En fait, sa poésie, j'avais pas fini tout à l'heure, elle est imprégnée des paysages réunionnais et Ouais. du caractère sacré de la nature. C'est des gens qui, à l'époque, on revient au Parnasse, considèrent la poésie comme l'art le plus divin qu'il soit et celui qui doit rassembler le mieux, on l'a dit de façon la plus harmonieuse, la musique, la peinture, les arts majeurs. Et la poésie est vraiment au summum de cette expression artistique, de cette création. Et celle de Leconte de Lisle et des Parnassiens en général est vraiment marquée par cette recherche du sacré et de la nature. Hein. La nature réunionnaise, c'est ce qu'il y a de plus présent dans son œuvre. Plutôt que les personnages, certains le lui reprochent, il n'y a pas beaucoup de personnages dans sa poésie, de personnages réunionnais, alors que dans d'autres œuvres poétiques qu'il a faites, il y a ces personnages de la Grèce antique ou de d'autres civilisations, de l'Inde également. Parce que c'est très important le lien également qu'il a pu faire avec les textes sacrés hindous, hein, que ce soit les Upanishads, les Védas eux-mêmes. Il y a des textes comme Bhagavad qu'il faut lire, la Véranda.
Suna Sepa. C'est vraiment incroyable comment les Ramanayas, voilà, je cherchais, il a pu quand même s'imprégner et retranscrire, comme il l'a fait pour les grands textes grecs qui sont à la base de notre civilisation occidentale, Oui, quand on pense, de manière à magistrale. l'Iliade et à l'Odyssée, entre autres. Voilà. Ouais. Et un appel pour l'exposition. Nous Hein. conservons au département le manuscrit de l'Odyssée complet. Ah, d'accord. Et le spécialiste Edgar Pic, qui est en visite actuellement, dit que c'est le seul manuscrit de cette ampleur qui existe dans des collections aujourd'hui connues. Donc, on révèle, le colloque est organisé par le département et forcément l'association des Amis de la Caussade, sous l'égide de Prosper Ève, a été une sorte de révolution, de révélation, voilà les mots qui ont été employés, sur l'œuvre de Lecomte de Lille et son influence vraiment dans l'histoire de la littérature, on peut dire française, mais de la littérature tout court, parce qu'il est reconnu mondialement. On le voit en tout cas. Moi je l'ai vu à travers certains écrits. On voit certains auteurs qui expliquent la place qu'a pris le Comte de Lille au sein même je dirais de ce club de poètes, d'écrivains. Et à La Réunion, on a l'impression que la population réunionnaise ne mesure pas, la population réunionnaise dans son ensemble, ne mesure pas la dimension d'un poète comme le Comte de Lille. C'est tout à fait juste. En fait, j'ai l'impression, avec les recherches qu'on a menées, que chaque génération de Réunionnais redécouvre le Comte de Lille. Et c'est un besoin ou une nécessité ou un devoir de le faire à chaque moment comme ça, où on peut célébrer donc une portion de sa vie, la naissance, la mort, parce qu'on parlait du bicentenaire de naissance, mais le centenaire de sa mort en 1994 a été célébré également. Donc oui, le département aujourd'hui, à travers ses équipements culturels, et la bibliothèque est forcément avec son rôle de conservateur et de valorisateur, si je peux dire, du patrimoine écrit, on veut jouer ce rôle cette année de ramener la poésie de Lecomte de Lille, mais la poésie en général auprès de tout public, dans tous les lieux de l'île, parce qu'il y a des jalons un peu partout déjà posés, qui méritent d'être redécouverts. Il y a cette poésie qui est accessible pour tout le monde sur le net, comme on dit, et à travers nos documents, à travers le patrimoine que nous conservons et qui est aussi présent. Vous avez le cimetière marin de Saint-Paul, vous avez des lieux, on a cité le Bernica, il y a d'autres endroits comme ça où on peut se réimprégner de ces écrits qui sont majestueux, il faut le dire. Quels seront les événements qui auront lieu tout au long de cette année, justement pour commémorer ce bicentenaire? Écoutez, on commence par une exposition. Enfin, il y a eu le colloque, on en a vite fait parler, mais il est fini. Il y aura des actes, je suppose, et il le faut. Ça, c'est la portion un peu plus universitaire, érudite. L'exposition est quand même accessible au grand public. On a mis des vitrines un peu plus basses pour que les enfants également puissent s'en imprégner, puisqu'à travers l'exposition, on traverse des documents, mais on traverse l'histoire de l'édition, des livres. Il y a des focus quand même importants sur ces aspects-là. Donc l'exposition à la bibliothèque dans les prochaines semaines mérite d'être visitée pour s'imprégner de cette histoire. Ensuite, nous avons avec le rectorat, j'allais dire concocté un programme éducatif. Ça y est, pas les lycées, les collèges et certaines classes de primaire commencent à candidater pour être bénéficiaires de ce programme qui va consister avec l'édition de 2 ouvrages illustrés par des artistes réunionnais et une visite d'une brigade poétique. Ça s'est déjà fait dans le passé, donc nous avons demandé à 4 on va dire comédiens professionnels, puisque ce sont eux quand même les plus aptes souvent à prononcer, à déclamer des textes de cette nature, à venir compléter le travail qui sera fait dans ces classes-là. Donc les collèges et les classes retenues du primaire seront à même de transmettre à travers un ouvrage et ses interventions le contenu littéraire et poétique de Lecomte de Lille, forcément lié à la Réunion, aux animaux, à la nature, comme on a dit tout à l'heure. Ensuite, nous avons prévu pour plutôt autour du mois de juin, au niveau de la fête de la musique, avec le programme Collège en musique, il y aura un focus avec Slam Lacour, qui, pareil, on parlait des comédiens, mais qui de mieux qu'aujourd'hui les slameurs, peut-être les rappeurs en général, pour déclamer. On le voit avec Grand Corps Malade, je l'écoutais sur France Inter la dernière fois, lire un texte exceptionnel. Bon, donc Slam Lacour va nous faire des prestations avec Collège en musique dans plusieurs établissements de l'île également.
Cet été, enfin, excusez-moi, je dis cet été pour la France, mais en juillet-août, pendant les grandes vacances, nous aurons avec la compagnie Ibao une opération intitulée Le Conte de Lille fait tour de Lille. Donc ça, c'est encore une fois pour ramener dans des lieux peut-être un peu plus retirés ou qui n'ont pas forcément accès à la lecture et à l'écriture, le Conte de Lille, ses poèmes, donc dans des centres de vacances, dans des EHPAD, on y tient, les maisons de retraite, dans les bibliothèques et médiathèques partenaires, parce que on va construire des partenariats. Il y en a qui sont déjà bien ficelés avec nos confrères et consoeurs bibliothécaires de Lille. Et on va essayer d'aller vraiment dans chacune des communes, je dirais, diffuser et permettre aux Réunionnais de se réapproprier ce corpus avec donc l'aide d'artistes, de créateurs d'aujourd'hui qui ont cette capacité de rendre plus accessible peut-être l'œuvre. Ensuite, nous avons en octobre, qui est vraiment la date d'anniversaire, le 22 octobre, une exposition itinérante qu'on va préparer pour qu'elle soit, elle aussi, elle puisse tourner dans les institutions de Lille. On aura une prestation le jour de son anniversaire de naissance, le 22 octobre, donc une prestation avec une performance de cantat réunion spécialisée dans la musique un peu plus classique. Au niveau de la musique, il faut bien comprendre que les vers de Le Conte de Lille ont été mis en musique par les plus grands compositeurs de son époque, de Debussy à toutes sortes de monde dont je tairai le nom parce que voilà, c'est dans l'histoire. Donc on va faire renaître également ces compositions musicales, ces performances musicales, et pour aboutir forcément en décembre en lien avec les célébrations qu'on connaît en décembre pour l'abolition, parce que le Conte de Lille a joué un rôle dans l'abolition de l'esclavage, on ne le connaît pas assez, sur Saint-Paul, puisque c'est son lieu de naissance, c'est là où vraiment il a vécu, avec une portion à Saint-Denis, on y reviendra peut-être une autre fois, un focus cette fois-ci autour de la musique probablement, mais sur les lieux emblématiques, en partenariat avec la ville de Saint-Paul. J'ai sûrement oublié quelques petits éléments à droite et à gauche, et surtout, il y a des projets qui sont en train de se greffer, puisqu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on rencontre des artistes, des gens, des universitaires, la mayonnaise prend tout de suite, parce que, comme vous le disiez, tout le monde connaît le Conte de Lille, c'est dans notre mémoire collective. Et dès qu'on commence à creuser, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, et que son propos, même son propos, j'allais dire, philosophique, politique, reste probant. C'est un écologiste d'avant-garde, c'est un républicain convaincu, il est en avance dans son temps, et en tout cas, il suit le progrès des idées de son temps. Il est même antimatérialiste, on ne le sait pas assez. Il met en danger, il met en exergue dans plusieurs textes le danger de l'argent, de peut-être pas de l'hyperconsommation comme on dirait aujourd'hui, mais du matériel, c'est-à-dire c'est l'époque industrielle, les machines prennent la place de l'homme, et il voit venir tout ça, surtout qu'il étudie les grandes civilisations et forcément leur échec. Que ce soit l'Empire romain, à cette époque, on commence à dévoiler un peu la décadence de l'Empire romain. Donc voilà, il y a beaucoup d'aspects de son œuvre qui méritent d'être redites, et c'est ce qu'on va s'efforcer, encore une fois, pour tous les publics, possible à La Réunion et dans tous les lieux possibles. En tout cas, on va tout faire, nous, pour vous accompagner, pour suivre un petit peu, et à la rigueur, pour avoir soit les événements, soit avoir des personnes sur ce plateau qui viendraient nous parler d'un moment de la vie de Le Conte de Lille. Il est clair aussi que pour le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, cette année, je pense qu'en plus, ça coïncide, 1818-1848, les 30 ans qui séparent ces deux commémorations. Il est clair qu'on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, j'espère que vous aurez l'occasion de parler de la place qu'a pris le Conte de Lille dans l'abolition de l'esclavage. Et ça, c'est vrai qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Et je m'excuse, je rajoute juste un point. Effectivement, il y avait ces célébrations à Saint-Paul, enfin, il y aura ces célébrations à Saint-Paul, et il y a une exposition numérique qui sera là, du coup, accessible dans le monde entier, qui fera le lien sur l'abolition et le Conte de Lille, organisé par nos collègues de l'Iconothèque historique. Donc, c'est vraiment je dirais, les institutions culturelles du département qui sont concernées par cette action et qui vont faire comme on dit, pas le forcing, puisque c'est vraiment un plaisir de rentrer dans cette œuvre et cette vie, effectivement.
effectivement, cette période. En tout cas, Pierre-Henri Ao, merci en tout cas Je vous en pour prie. toutes ces informations. On sait qu'on entre un petit peu dans le vif du sujet. Le bicentenaire de la naissance de Lecomte de Lille, donc cette année, c'est aussi l'année du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. 2 événements pour une année qui va être riche en actions, en manifestations et en événements. On espère en tout cas vous revoir sur ce plateau Avec plaisir. pour en parler jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de cette année. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie. Merci donc à François et à l'ALENA. Moi, je vous souhaite un très bon début de soirée sur Télécréole. Je vous dis à demain.